Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et donc cette journée de Radio Anthropocène se conclut avec les mercredis de l'Anthropocène et je suis toujours accompagné de Damien Rompierre. Et donc aujourd'hui, après l'annonce de l'accueil par la France des Jeux Olympiques 2030, on se pose la question, le monde de l'Anthropocène peut-il se permettre les grands événements sportifs ? Et pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Loup Chapelet. Vous êtes professeur de management public à l'Institut des hautes études en administration publique et associé à l'Université de Lausanne. Et vous avez publié dans Le Temps, la tribune « Stop à la prolifération d'événements sportifs ». Bonjour Jean-Loup Chapelet. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous sur Radio Anthropocène. On est également en compagnie de Martin Muller, professeur au sein de l'Institut de géographie et de durabilité de l'Université de Lausanne. Vous dirigez l'équipe de recherche M3 et vous avez écrit un article « L'avenir non durable des Jeux Olympiques » avec Sven Daniel Wolf et David Goguishvili dans l'ouvrage « Une histoire mondiale de l'olympisme entre 1996 et 2024 ». Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. On est également en compagnie de José Ploucky du collectif No JO, un collectif militant qui lutte contre la tenue des JO 2030 dans les Alpes françaises. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on l'a appris il y a peu, la France accueillera les JO d'hiver 2030 et les organisateurs de nous sortir les grandes promesses d'événements durables qui seraient une aubaine pour un développement soutenable du territoire. Voilà, mais on se rend compte, quand on lit votre article, Martin Muller, l'avenir non durable des Jeux Olympiques, que cette promesse d'événements sportifs respectueux de l'environnement est presque à l'origine de l'organisation des Jeux Olympiques, sans pour autant qu'elle soit vraiment tenue. Alors, est-ce que ces promesses de durabilité sont tout simplement tenables pour un événement tel que les JO ? Ce qu'on observe en fait dans l'organisation de tout grand événement sportif, c'est pas seulement les JO, que les promesses sont toujours exagérées parce que il faut s'assurer du soutien public, du soutien politique, et parce que par la suite il y a presque personne qui contrôle et vérifie en fait si ces promesses sont tenues. Donc c'est en partie une simple stratégie politique pour faire passer un projet. Et il faut s'orienter un peu dans l'air du temps. Et dans l'air du temps, aujourd'hui, c'est certainement aussi la question de la durabilité. Jean-Loup Chapelet ou José Ploucky, peut-être que vous avez une idée sur le fait qu'un événement tel que les Jeux Olympiques puisse être un événement durable. Oui, allez. Allez-y. Moi, je me lance. Allez-y, je répondrai après. Désolé. Nous, en fait, on se positionne pas tout à fait sur le. Ça nous semble incompatible de faire venir des millions de gens en avion comme à Paris, quoi. Ça soit dur. Ça parle. Surtout, nous, on m'incite. Excusez-moi, il semblerait qu'il y a un petit problème technique. On vous entend pas très bien. Je faudrait peut-être vérifier votre connexion. Je ne sais pas si vous pouvez vous déplacer légèrement, mais on vous perd légèrement. Peut-être qu'en attendant, Jean-Loup Chapelet, vous pouvez apporter un élément de réponse. Oui, alors volontiers. Donc la notion de durabilité est relativement récente. Ça date grosso modo du sommet de la Terre à Rio en 1992. Au JO, on s'intéressait depuis assez longtemps à l'environnement, notamment pour les Jeux d'hiver. Mais c'est vrai que dès qu'on parle d'événements, et là je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Martin Muller, dès qu'on parle d'environnement, on parle de déplacement de personnes, pas uniquement sportifs, bien sûr, on parle des concerts, on parle des congrès, etc. Et à partir du moment où on déplace des personnes, il y a un impact environnemental et donc une mauvaise durabilité. Notamment quand ces gens viennent de très loin, ce qui est le cas pour les Jeux Olympiques ou tous les grands événements sportifs où ils viennent du monde entier, mais encore une fois aussi pour les grands concerts de musique, les grands congrès, etc. Donc, la seule façon de ne pas avoir d'impact environnemental, en particulier dû au transport, parce qu'on sait que c'est essentiellement les transports qui posent problème, les transports pour venir vers l'événement et les transports à l'intérieur de l'événement, la seule façon, c'est de ne pas avoir l'événement. Ça, c'est la façon de réduire totalement l'impact environnemental. Mais vous voyez tout de suite qu'il y a un peu une contradiction dans les termes, parce que ne plus avoir du tout d'événements,
c'est finalement quelque chose que je pense la plupart des gens ne veulent pas. Alors, une autre piste que j'ai proposée, justement dans la chronique que vous citiez, Oui. c'est d'avoir moins d'événements. Au lieu d'avoir tous les jours ou toutes les semaines des tournois de tennis, on pourrait en avoir que 4 ou 5 par an. Pareil pour tous les sports, pareil pour les concerts. Pourquoi avoir, je sais pas, peut-être 1000 concerts par an en France? Si on n'en avait que 500, on aurait moitié moins d'impact environnemental, grosso modo. Oui. Bon, on a 1 heure ensemble, on va avoir le temps d'aborder tous ces sujets-là, effectivement. Peut-être, José Ploucky, est-ce que vous nous avez retrouvés? Est-ce qu'on vous entend mieux? Oui, il me semble, Il là. me semble qu'on vous entend bien. Est-ce que vous vouliez répondre à Oui. cette question? Eh ben, nous, sur la question de la durabilité, on voulait rajouter le fait que l'affectation des ressources doit être mise en priorité sur l'adaptation au changement climatique. Une métaphore qu'on fait, c'est si vous avez une maison dont le toit est à refaire, c'est pour refaire l'isolation, changer le chauffage et faire plein de travaux dans votre maison, est-ce que vous décidez de faire une piscine et une grosse fête? C'est peut-être que l'argent, vous allez l'utiliser à faire les travaux prioritaires. Et voilà, c'est que nous, ça nous paraît, vu la situation en fait dans les Alpes où on a une catastrophe sociale qui arrive, c'est-à-dire la fin du ski, est-ce que de réinvestir dans ces... En fait, c'est des infrastructures qui sont frappées d'obsolescence climatique. Et donc, organiser les JO en 2030 alors qu'il pleut jusqu'à 3000, comme on l'a vu récemment, ça nous paraît absurde. Voilà, ça nous paraît absurde de vouloir agrandir, voilà, le tourisme ne doit pas être une priorité face à tous les défis qu'on a. Voilà, adapter les villes. Donc nous, c'est pas forcément que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est aussi le défi de s'adapter, quoi. Parce que nous, on voit vraiment c'est en accéléré ici, quoi. C'est en accéléré dans les Alpes, ça se réchauffe 2 fois plus vite, et on voit notamment sur la neige les transformations qui sont très rapides, et vouloir réinvestir dans le ski, ça nous paraît complètement être frappé de déni, quoi. Je pense que nos dirigeants, s'il y avait une compétition de déni climatique, ils seraient médaillés. Pour relancer sur... pardon, allez-y. Oui. Alors je me permets je me permets de reprendre la parole, juste pour relancer sur une des premières choses qu'a pu dire Martin Müller lors de son intervention. Vous parliez de catastrophes, etc. Et Martin Müller du fait qu'il n'y ait pas de contrôle. Est-ce qu'il a existé un jour une instance de contrôle, ou est-ce qu'il est possible de mettre une instance de contrôle pour ce type d'événement à l'échelle qu'on peut avoir actuellement, qui est une échelle internationale avec des enjeux économiques très forts? Il y a eu des tentatives en fait de vérifier les promesses en matière d'environnement, surtout avec le programme des Nations Unies dans l'environnement, mais qui n'était pas vraiment une vraie instance de contrôle finalement. C'était plutôt un partenariat qui a finalement échoué en fait face à une destruction énorme de la nature lors des Jeux d'hiver à Sochi en 2014 en Russie. Le CIO essaie de mettre en route une autre tentative, en fait, avoir des indicateurs sur les impacts des JO. Mais il faudrait une instance indépendante, finalement. Et qui peut être cette instance si aussi les gouvernements nationaux, finalement, sont intéressés à tenir ces Jeux et d'apparaître vis-à-vis le monde entier avec la meilleure image possible, finalement. Donc c'est ça le grand défi. Et je crois que il faut être plus réaliste aussi en tant que ville hôte et en tant que citoyen et citoyenne, en fait, vis-à-vis ces promesses, et vraiment regarder la réalité et les résultats par la suite. Alors, l'organisation... oui, moi, je voudrais rajouter quelque chose. Dans nos pays démocratiques, il y a quand même une instance de contrôle toute naturelle, c'est-à-dire c'est le vote.
Alors en Suisse, bien sûr, on a des référendums et beaucoup de référendums ont été organisés pour les Jeux d'hiver, pas que en Suisse, mais en grande partie en Suisse. Et certains ont été positifs, d'autres ont été négatifs. Donc le peuple a eu l'occasion de se prononcer sur des projets de Jeux olympiques d'hiver en particulier. Mais encore une fois, ça ne s'applique pas qu'aux événements sportifs et aux Jeux olympiques d'hiver en particulier, ça s'applique à toutes sortes d'événements. Un interlocuteur précédent a parlé de tourisme. Alors, c'est sûr que, bien sûr, le tourisme sur la neige, il y a des problèmes, tout simplement parce qu'il y a moins de neige, ou plus de neige peut-être à terme. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des milliers de gens qui vivent de cette industrie du tourisme. Donc, on ne peut pas supprimer tout du jour au lendemain. Il faudrait faire un système de réduction progressive ou de transformation des Jeux d'hiver, par exemple, pour parler que d'eux, en des événements où, par exemple, il y aurait de moins en moins de ski, par exemple, puisque toutes les épreuves sur neige, le ski, le snowboard, le biathlon, etc., qui se déroulent en extérieur, vont avoir des problèmes à terme. Par contre, les épreuves sur la glace, qui se déroulent à l'intérieur, sur des patinoires, eh bien, sont moins problématiques, même si, là aussi, bien sûr, on peut soulever des problèmes de durabilité. Mais justement, on va parler du coup de cette question de l'acceptabilité sociale. Moi, ça me fait penser au JO de Paris qui arrive là en 2024, où on voit qu'il y a une quantité de problèmes qui s'accumulent. On voit même en France, on voit plus grand monde parmi les citoyens qui se positionne en faveur de ces JO-là. Donc l'acceptabilité sociale, finalement, on a l'impression qu'elle est de moins en moins présente et pour autant, ça ne se sanctionne pas spécialement dans les votes. Comment est-ce qu'on interprète ça ? Je ne sais pas, Jean-Louis Chapelet, peut-être que vous voulez continuer sur le sujet. En France, il n'y a pas de système de démocratie directe comme on a en Suisse. Il n'y a pas de référendum possible. Il y a eu des sondages et à ma connaissance, les sondages sont encore plutôt positifs, au-delà de 50 et 60%. Donc voilà. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord. Et je dirais, plus le projet est important, plus il y a d'opposition. Et bien sûr, les JO, qui sont le plus grand projet au monde, eh bien, attirent un maximum de critiques. Mais vous pouvez prendre n'importe quel projet en France. Récemment, le projet de loi sur l'immigration, il y a la moitié de la France qui est contre. Oui. Et l'autre moitié qui est pour. Donc, voilà. Je résume un peu, mais grosso modo, en France, il y a un système démocratique, bien entendu, mais il n'est pas de nature directe, comme il peut l'être en Suisse. Donc, effectivement, le projet des Jeux Olympiques à Paris en 2024 ou dans les Alpes françaises en 2030 n'a pas été soumis à référendum. Par contre, il a été approuvé par les instances politiques à travers la démocratie représentative. Mais justement, ça pose aussi cette question de la déconnexion d'une certaine manière des classes politiques et économiques qui ne vivent que par une volonté de rayonnement international et qui se posent peut-être un petit peu moins la question des impacts réellement sociaux sur le territoire, peut-être. José Ploucky. Moi, je me permets de dire que sur la candidature 2030, on a eu affaire à vraiment un coup de force parce que beaucoup de gens ici dans les Alpes ont appris qu'il y avait une candidature des JO le jour où elle a été acceptée. En fait, on a engagé des milliards sans qu'il y ait une discussion, sans qu'il y ait. En fait, nous, on est au courant parce qu'on avait nos informations. Depuis 2 ans que ce projet se trame, mais en fait, il y avait une volonté délibérée du CIO d'avancer masqué, donc et d'avancer très vite au dernier moment pour éviter, en fait, ils sentent bien que l'opposition au JO ne fait qu'augmenter. Il y a de moins en moins de pays qui sont favorables. Quand il y a des référendums qui sont organisés, comme ça a été en Catalogne, ils ont été perdus alors qu'ils avaient, les opposants avaient très peu d'accès aux médias, qu'il y avait une propagande, etc. Et là, on a eu, entre la candidature et l'acceptation, ça a été ultra rapide. Ça permet pas de débattre. Et en plus, on débattre sur quelle base ? Le budget initial des JOP de 2024 de Paris est déjà été multiplié par 2. Et la garantie de la France, elle a été multipliée par 2. Donc, on est sur des budgets qui explosent à chaque fois.
on n'a jamais, on a une base en fait de discussion qui est déjà compliquée, et en fait il n'y a pas eu de discussion, il y a pas jamais Muselier ou Wauquiez se sont présentés aux élections en disant qu'ils voulaient les JO, ce qui était le cas pour Paris. Il y avait clairement affiché, voilà. Donc c'est la rapidité de la décision qui engage quand même qui engage quand même les finances et l'avenir de nos régions a été faite sans discussion. Et donc il y a à mon avis un déni démocratique important. Nous on le constate aussi dans l'accès à la discussion, quoi. On n'est pas contre. Nous on a appelé à ce qu'il y ait un référendum, qu'il y ait une discussion. On comprend bien qu'il y a des gens qui sont pour, mais qu'on en discute, qu'on informe les gens, et surtout moi je rappelle qu'il y a un des arguments dans la candidature de Paris 2024, c'était le fait que la France, il y avait peu de possibilités qu'il y ait un référendum. Donc ça, c'était marqué comme un atout. Donc on est sur quand même, on va dire, une entreprise, hein, je veux dire, le CIO est une entreprise, florissante, qui a un joli business model qui permet quand même des interrogations, c'est-à-dire qu'il récupère quand même beaucoup de bénéfices et il laisse beaucoup d'ardoise aux pays organisateurs. Ça a été vendu pendant des années à ceux qui voulaient avoir du prestige, donc c'est quand même une opération de prestige, les Jeux Olympiques. On voit bien comment des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite ou tous les pays qui veulent communiquer là-dessus achètent ces organisations de ces événements. Nous on essaye de dire qu'il y a on essaie de porter une parole sur laquelle on ne pourra pas, parce que ça y est, les choses sont ficelées. Jean-Loup Chapelier, je crois que vous vouliez réagir. Oui, alors effectivement, vous mettez la faute sur le CIO. Moi, je la mettrais plutôt sur la France. C'est quand même pas la faute du CIO si en France, c'est pas possible de faire des référendums. C'est même inconstitutionnel en France. Les référendums sont cadrés par la Constitution et de façon très précise. Et par contre, ce qu'il est possible, c'est dans les régions ou dans les villes, de faire des référendums indicatifs. Par exemple, il y en a eu un à Paris au sujet des vélos, au sujet, des trottinettes, plus exactement. Donc, tout est possible. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec vos représentants, eh bien, il ne faut pas les réélire. C'est le système de la démocratie. Il n'est pas parfait, mais on n'en connaît pas d'autres. Donc, franchement, bien sûr, peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment de discussions. Il n'y a jamais assez de discussions. Mais à un moment donné, il faut se reposer sur le système de prise de décision constitutionnelle qui existe dans un pays. C'est vrai qu'il y a très très peu de pays qui ont des référendums, mais il y a eu déjà une trentaine de référendums historiquement par rapport aux Jeux d'hiver. J'ai fait une étude à ce sujet, moitié en Suisse, mais il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu en Suède, il y en a eu au Canada, il y en a eu à plein d'endroits, parfois positifs, parfois négatifs. Donc, c'est tout à fait possible. En France, pour l'instant, à part les référendums consultatifs, il n'y a pas de possibilité, constitutionnellement parlant. Donc, il faut changer la Constitution éventuellement, ou changer la loi. Et pour vous, pardon. Attendez, il y a quand même quelque chose entre ne pas discuter et pas assez discuter, c'est pas du tout la même chose. Et la volonté d'avancer masqué pendant le Muselier, nous on a l'information parce qu'on a des gens proches qui nous l'ont raconté, que c'est pour ça qu'on s'est constitué avant les autres en collectif, c'est qu'il y a cette volonté d'être candidat au JO depuis. Pourquoi il avance masqué? Donc il y a quand même, je veux dire, faut pas être naïf non plus face aux gens qui ne souhaitent pas quand même à faire une démocratie. On va dire qu'on n'a pas une volonté, c'est pas des démocrates intégristes, hein. Et il y a quand même la volonté d'essayer de passer en force. On le voit bien ici localement, à chaque fois qu'il y a des projets où il y a vraiment la volonté de réprimer. On n'a quand même eu aucun accès aux médias. Dire que ça a été très compliqué l'accès aux médias.
Donc, parler de système parfait démocratique, faut vivre en Suisse, mais pas en France, quoi. Alors, juste pour rappel pour nos auditeurs, vous parlez de Renaud Muselier, qui est le président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Damien, je crois que tu avais une question. Oui, effectivement, pour revenir sur les enjeux environnementaux avant ceux sur les enjeux politiques, vous notiez, Martin Müller, dans votre article, qu'il y avait eu quand même la création, qu'il y a eu un comité pour la transformation écologique à Paris 2024, et vous notiez dans votre article qu'il y avait également eu ce même type de comité en 1994, il me semble, où c'était la première fois qu'on formalisait des enjeux écologiques dans l'organisation. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu plus sur ces questions d'enjeux de durabilité, et surtout comment est-ce que ça peut se mettre en place d'un point de vue historique sur les différents événements ? Il faut tout d'abord dire que la durabilité, ça comprend typiquement 3 dimensions. C'est la durabilité écologique dont on parle typiquement, mais là aussi la durabilité sociale et la durabilité économique. Mais la durabilité écologique, c'est quand même un peu, ça concerne les limites aussi de notre planète, donc on dirait que c'est peut-être la dimension la plus importante. Et là, on voit que c'était surtout, en fait, les Jeux d'hiver qui soulevaient des questions très tôt, parce qu'ils se déroulent typiquement dans des environnements assez sensibles. Du coup, en fait, ça remonte jusqu'aux années 70. Il avait même une candidature à des Jeux qui n'ont pas eu lieu en 1976 à Denver, aux États-Unis, en fait, qui ont un peu, presque à la dernière minute, refusé, en fait, de accueillir les Jeux d'hiver suite à des oppositions des citoyens et citoyennes sur place. À cette époque-là, le CIO n'a pas encore vraiment réagi, et la question de l'environnement, pas encore de la durabilité, de l'environnement est revenue dans les années 90 en fait, en tandem vraiment avec aussi les développements politiques, le Earth Summit en 1992. Et après, on voit que le rôle de l'environnement augmente, pas parce qu'il a une politique vraiment de pousser ce rôle de la part du CIO, mais plutôt de la part des comités organisateurs, en fait, qui se trouvent face à une population qui vit ces changements et aussi des dégâts de la construction pour la préparation des JO. Du coup, en 1994, c'était Lillehammer en Norvège. Et ensuite, pour les Jeux d'été, c'était Sydney en 2000, en fait, qui vraiment se vantait d'être des Green Games, des Jeux verts. Et après, on commence à parler de la durabilité, vraiment du sens propre, qu'en 2010, avec le Jeu d'hiver à Vancouver, au Canada, où il y a tout d'un coup vraiment aussi un aspect social qui est mis en avant, qui est à cette époque-là celui de l'intégration des peuples indigènes, en fait, dans la préparation aux Jeux, mais aussi dans les Jeux eux-mêmes. Du coup, il faut peut-être aussi voir ça d'une manière un peu plus large, en fait, avec cette question de durabilité, parce qu'on a tendance à se focaliser toujours sur les émissions CO2, qui sont évidemment très importantes et très significantes aussi pour les JO surtout, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Et pour continuer, oui, Jean-Loup Chapelet, pour continuer sur cette dimension historique, dans vos études, vous avez montré également que les candidatures, en fait, elles se font de plus en plus rares pour l'ensemble des Jeux Olympiques, que ce soit d'été ou d'hiver. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce phénomène ? C'est une bonne question. Jean-Loup Chapelet, oui. Peut-être ou... Non, vas-y. Ouais. Donc, allez-y, pardon. Il y a eu un déficit de candidature à partir après Sochi. Sochi a été un tournant parce qu'il y avait quand même encore 3 villes qui étaient candidates à la fin pour les Jeux de 2014. Ils ont été attribués à Sochi et Sochi a dépensé sans compter. Et les Russes ont même publié le chiffre du coût de ces Jeux qui, selon eux, a été de plus de 50 milliards de dollars. Alors bien sûr, ça a fait peur à énormément de monde et après Sochi 2014, le nombre de candidatures a considérablement baissé. Par exemple, pour 2022, il n'y avait plus que 2 candidatures, à savoir Pékin et Almaty. Et c'est Pékin qui a organisé les Jeux de 2022 et pas Almaty au Kazakhstan. Donc, et c'était pareil aussi au niveau des Jeux d'été. Et dans le passé aussi, il n'y avait qu'une seule candidature, par exemple pour les Jeux de 84 qui ont eu lieu à Los Angeles. Donc, ce n'est pas si nouveau que ça. Et aujourd'hui,
ce déficit de candidature, je dirais, a un petit peu disparu. Par exemple, pour les Jeux de 2030, il y avait quand même 3 villes ou pays, à savoir la France, les Alpes françaises, la Suède et la Suisse qui étaient candidates. Donc, je crois que ce déficit est en voie de disparition, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de fausses nouvelles au sujet des Jeux Olympiques. Par exemple, on a entendu tout à l'heure que le budget de Paris 2024 avait doublé. C'est faux. Il suffit de regarder les chiffres, c'est totalement faux. Il y a eu des augmentations, mais pas du tout un doublement. Et donc, ces fausses nouvelles, effectivement, ont fait peur, non seulement à la population, aux populations en général, mais aussi aux élus de ces populations. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup moins de candidatures à partir de 2014, à partir des Jeux de Sochi 2014. Alors, j'avais peut-être mal compris, mais il me semblait que pour ce qui est des Jeux Olympiques 2030, il y avait plusieurs candidatures à l'origine, mais qu'il n'y en a qu'une seule qui a été réellement déposée, c'est pas ça ? Non, il y en avait 3 à la fin, mais effectivement, il y avait d'autres candidatures qui avaient été envisagées avant. D'accord. Barcelone, qui a été mentionné avec les Pyrénées, Vancouver, et puis Sapporo, au Japon. Et pour diverses raisons, ces candidatures se sont retirées en cours de route. Et comment est-ce qu'on... Et il n'y avait plus qu'à la fin que 3 candidatures devant le CIO. Et comment est-ce qu'on explique alors à la fois le fait que des villes se retirent de l'organisation, de leur volonté de s'impliquer dans des projets qui sont somme toute des projets politiques sur le long cours, et de l'autre côté, ce sera une deuxième question qu'on pourra avoir dans un deuxième temps, mais comment est-ce qu'on explique ce renouveau en fait dans l'histoire d'avoir davantage de villes qui se remettent en avant? Pourquoi les 3 villes que j'ai citées se sont retirées? Les raisons sont différentes. Donc pour Sapporo, c'est parce qu'il y a eu un scandale de corruption sur l'organisation des Jeux de Tokyo 2020 qui ont eu lieu en 2021. Et ça a en quelque sorte refroidi la population de la région de Sapporo. Et le maire de Sapporo a préféré retirer sa candidature. Pour Barcelone et les Pyrénées, c'était une mésentente entre la Catalogne et la province de Saragosse qui devait être associée à l'organisation des Jeux. Donc c'était la question de la répartition des lieux de compétition. Et donc finalement, le comité olympique espagnol a préféré retirer la candidature parce que c'était trop compliqué de mettre d'accord la Catalogne et la province de Saragosse, où aurait eu lieu beaucoup d'épreuves sur neige, puisque les Pyrénées sont en grande partie dans cette province. Et puis pour Vancouver, qui avait organisé les Jeux de 2010 avec pas mal de succès, là, il semblait que les sondages étaient négatifs ou pas très positifs, et donc le maire a préféré retirer la candidature. Chaque fois, la décision appartient en général à des élus, bien sûr, parce que c'est eux qui portent au départ, en tout cas, la candidature. Et alors, du coup, finalement, ce sont les... Moi, je me permets de répondre, parce que si on dit que j'affirme des choses fausses, je peux me permettre de répondre que la Cour des comptes avait en fait, dans le budget des JO, c'est pas quelque chose de tout à fait transparent, parce qu'on compte aussi, si on compte, il y a le comité d'organisation des JO qui a son propre budget, et après il y a aussi des investissements faits par l'État, qui n'est pas forcément compté dans les JO parce que c'est des investissements d'infrastructure. C'est là où déjà, par exemple, pour Paris, rien que le comité d'organisation, ça c'est la Cour des comptes qui le dit, il est passé de 3,3 milliards à 4,3 milliards. Donc on est déjà, je laisse calculer, on est déjà à plus de 35% d'augmentation. Et ensuite, si on compte tout ce qui est à côté, on est souvent, en fait, il y a une étude qui a été faite au long cours où on voit qu'il y a souvent il y a quasiment à chaque fois des dépassements, et parfois, sur certaines candidatures, des budgets maîtrisés. Mais si vous avez des billets de métro de 2 € à 4 €, et c'est pas pour rien, c'est qu'il y a aussi besoin d'argent, il n'y a qu'à voir le prix des places. Et nous, en fait, on essaye d'alerter sur le fait que cet argent, en fait, on le voit déjà, hein, c'est dès l'annonce, il va y avoir une réaffectation de l'argent public pour les Jeux Olympiques. Donc, on va avoir de l'argent qui va être pris dans la caisse publique, qui aurait pu être dirigé vers les lycées, vers les collèges, et surtout vers l'adaptation au changement climatique, parce que nous, on est, par exemple, ici, on a eu rien qu'en un mois, on a eu 12 millions d'euros
sur les routes de dégâts. Et c'est pas fini, parce que ça, c'est que le début. Et que cet argent-là, elle est pris sur un budget qui n'est pas extensible, et c'est pris sur les services, c'est pris en fait sur le dos des autres services publics. Sachant que nous, on a déjà une dégradation, on manque d'hôpitaux, on n'a plus de dentistes, on a etc., etc. Je vous ferai pas la liste de toutes les choses qui vont pas ici. Et on voudrait agrandir, faire des autoroutes qui seront sûrement pas comptées dans les Jeux Olympiques, mais qui ne sont pas des infrastructures qui vont servir la population. Alors, si je peux me permettre, pour Ouais. rebondir sur vos propos, justement, ça pose vraiment cette question-là de l'acceptabilité sociale qu'on a déjà un petit peu posée, mais dans le futur, justement, en parlant des JO 2030, on voit que déjà aujourd'hui, la qualité de la neige, la qualité des pistes pour tenir des compétitions internationales telles que les Coupes du Monde devient un gros problème. Tous les ans, c'est de plus en plus compliqué. Il y a plein de courses qui sont annulées. Se projeter en 2030 quand on voit le rythme d'accélération qui dépasse très souvent les prévisions qui avaient été faites, comment est-ce qu'on arrive à se projeter pour dans 6 ans pour les Alpes françaises, pour des événements comme ceux-là, qui risquent de nécessiter énormément d'infrastructures, et ça pose aussi du coup la question du fait que ces infrastructures, ça va être des infrastructures pour le ski, donc, et qui ne seront pas des infrastructures pour la transition ou pour passer à de nouveaux modèles économiques pour les Alpes françaises. Je ne sais pas qui veut répondre de vous trois. Peut-être que Martin Muller, vous aviez des éléments de réponse. Moi, je peux aller en premier. Les autres apportent d'autres éléments. C'est la grande question, en fait, de l'avenir des Jeux Olympiques d'hiver. Ils n'ont pas encore réussi à adapter leur modèle de fonctionner. Tant au niveau des sports qui sont inclus, qui datent depuis longtemps. Donc, il a une grande continuité, en fait, au niveau des sports. Les sports d'hiver ont évolué entre-temps, mais pas forcément les sports d'hiver qui sont représentés dans les Jeux Olympiques. Et je crois que Jean-Loup Jappelet, on saurait dire beaucoup plus que moi. Et en fait, oui, on encourage des investissements dans les montagnes, dans les infrastructures qui peut-être n'auront pas d'avenir. Et la question d'une transition écologique de l'Anthropocène, c'est justement, est-ce que ça va dans le bon sens ? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt envisager une transition douce et abandonner à court ou moyen terme, en fait, les sports sur neige ? Et de profiter de ce temps, en fait, de maintenant trouver d'autres branches économiques pour y investir. Je vous donne juste pour exemple, sur la frontière de la France avec la Suisse, dans le Jura français, il y a des stations de ski, en fait, qui ont officialisé, en fait, leur exit, leur sortie à moyen terme du ski. Et qui envisagent maintenant, en fait, les investissements dans d'autres infrastructures, toujours sportives, mais pas sur neige. Jean-Loup Jappelet, vous vouliez réagir ? Oui, tout ce qui a été dit est tout à fait exact. Les Jeux d'hiver doivent évoluer, en particulier les sports sur neige, puisque c'est environ la moitié des épreuves olympiques des Jeux d'hiver, c'est sur la neige. C'est le ski alpin, le ski de fond, le snowboard, le biathlon, etc. Mais il y a aussi les sports de glace. Et puis, je pense qu'effectivement, les Jeux d'hiver, et ça, on va en discuter, on a tout un colloque à Lausanne, à l'Université de Lausanne, le 24 janvier prochain, pour le centenaire des Jeux qui ont été créés à Chamonix en 1924. Eh bien, on va discuter de ça parce que probablement que des sports plus urbains devront être introduits aux Jeux d'hiver. Et par exemple, des sports qui ont lieu actuellement aux Jeux d'été pourraient être transférés aux Jeux d'hiver. Ou alors un sport comme le karaté, qui veut depuis longtemps être olympique, pourrait venir aux Jeux d'hiver. Pourquoi pas ? Parce que le karaté, ça se passe à l'intérieur, il n'y a pas besoin d'être sur la neige. Les sports sur la neige, effectivement, ont sûrement des problèmes à plus ou moins long terme. Et voilà. Donc, pour ce qui est des infrastructures, parce qu'il y a eu toute une question sur les infrastructures, j'ai pas entendu que la candidature des Alpes françaises veut construire d'infrastructures importantes. Sauf une que j'ai entendue, c'est le maire de Nice, oui, tout à fait. qui voudrait que le TGV vienne jusqu'à Nice. Parce qu'effectivement, le TGV s'arrête à Marseille aujourd'hui. Et pour des questions de patinoire aussi. Ce qui fait qu'on met moins de temps pour aller à Marseille depuis Paris que d'aller de Marseille à Nice. Donc voilà, est-ce que c'est une infrastructure valable ou pas ? Elle n'est pas du tout liée aux JO. Elle peut être faite, et elle sera faite de toute façon, qu'il y ait ou non des JO. C'est tout simplement parce que la région semble en avoir besoin selon les élus de la région.
Après, bien sûr, si la population de la région pense le contraire, eh bien, il faut changer d'élu, tout simplement. Je crois qu'au niveau des infrastructures, il y a aussi la question des patinoires qui est en cause, avec des patinoires déjà existantes qui avaient déjà été réalisées pour les JO de 92 à Albertville. Et pour autant, on veut reconstruire des nouvelles patinoires à Nice, si je ne dis pas de bêtises, José Ploucky. Oui, en plus, on veut le construire sur sur la plaine du Var, dans une zone qui sera pas forcément peut-être la zone idéale en fait, je pense que on n'a pas forcément tous la même vision en fait du réchauffement climatique, ce qui est normal. Il y a des gens qui sont dans le déni, et puis il y a des gens qui s'angoissent plus ou moins. Nous, on pense sincèrement, parce que les faits nous donnent raison, et que généralement les rapports du GIEC sont sous-estimés, c'est-à-dire que toutes les prévisions sont dépassées, et que en fait ici on l'a vu parce qu'on en avait parlé, en fait la neige stable l'hiver, c'est quelque chose en fait qui va bientôt basculer, c'est-à-dire qu'il y aura de la neige encore dans les Alpes, il n'y a pas de problème, il y aura de la neige, mais un manteau neigeux stable, ça va être quelque chose de compliqué. Et on va avoir aussi des phénomènes de pluie sur la neige qui va provoquer, comme il y a un mois ici, il n'y a pas un mois, il y a 20 jours, excusez-moi, mais des graves inondations et des graves dégâts. Et en fait, agrandir, en fait, le problème des Jeux Olympiques, c'est que c'est la porte ouverte, en fait, il n'y a plus besoin, enfin, je veux dire, au niveau des projets, ça passe comme un bulldozer, c'est-à-dire que c'est des procédures accélérées, c'est des déclarations d'utilité publique rapides, et ça fait, en fait, nous, ils ont annoncé déjà les élus, parce qu'on essaye de se renseigner au monde économique, ils ont annoncé qu'ils ne feraient pas une autoroute, mais ils feraient quand même une 2x2 voies qui est dans les tiroirs depuis longtemps, et qui ferait aussi une rocade, et qui ferait aussi des déviations un peu partout. Donc, il y a des gros projets pour le BTP. Ça a été annoncé au BTP. Et donc, alors que ça aurait posé des difficultés. Et nous, on essaye de dire, en fait, là, il y a 80% des stations qui sont classées F et G, c'est-à-dire qui sont des épaves thermiques, et qui vont bientôt, dans la loi française, plus être possible d'être louées. Et le monde économique réclame, en fait, une exemption, c'est-à-dire on peut continuer à chauffer des épaves thermiques dans les Alpes parce que pour nous c'est un cas particulier. Donc moi je connais bien en fait la montagne et les stations de ski, et je peux vous dire que dans l'état où elles sont, c'est assez déplorable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un besoin, on va dire, d'isoler et de rénover ces bâtiments. Il y a des besoins de consolider les routes et de remonter les berges. On a des besoins en fait aussi de déplacer des maisons qui ont été construites dans des zones inondables. En fait, on a des besoins, on va dire, qui sont complètement différents de l'argent qui va être donné. Et on a affaire à des élus comme Muselier qui sont pas du tout branchés là-dessus. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de problème. D'après M. Muselier, il a dit jusqu'en 2050, la neige, on est tranquille. Et ben, nous, on n'en peut pas. Le réchauffement climatique, nous, on n'est pas tranquille. On n'est vraiment pas tranquille. Et on est même vraiment dans l'angoisse. Et nous, personnellement, on aimerait bien que ces gens-là aient raison. Je préférerais avoir tort. Mais pour l'instant, en fait, les faits nous donnent raison. Et la catastrophe, en fait, nous, on pense vraiment que les JO 2030 n'auront sûrement pas lieu. Parce que si vous ajoutez à une série de catastrophes, il y a un moment, en fait, les gens, ils en voudront pas. Ils ne voudront pas de faire ces dépenses somptuaires et ces dépenses, je veux dire, il faut qu'on en revienne à des choses beaucoup plus modestes, et surtout qu'on arrête de dépenser, qu'on réaffecte cet argent-là au réchauffement climatique, quoi. Il y a beaucoup d'infrastructures là que vous venez de citer qui datent justement des JO 92 et qui sont un petit peu en déperdition. Les JO 92, Martin Muller, pardon Jean-Louis Chapelet, je me permets juste de questionner Martin Muller sur cette question-là, des infrastructures qui datent des JO 92 justement, JO 92 que vous avez décrit comme des JO qui étaient
déjà une catastrophe environnementale à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce sujet-là ? Il faut dire que, en fait, si on regarde, c'était il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans. Et à l'époque, il avait pas mal de constructions, en fait, des infrastructures neuves qui abîmaient ou avaient des impacts assez négatifs, écologiquement parlant, dans des environnements et des écosystèmes assez sensibles. Il faut aussi regarder aujourd'hui ces infrastructures. Après 30 ans, c'est un peu, en fait, l'espérance de vie d'une infrastructure sportive. Donc, même s'il n'y a aucune construction neuve à part cette patinoire, il faut quand même dire qu'il faut s'attendre à des rénovations lourdes pour accueillir ces Jeux. Et c'est certainement le cas que si on accueille le monde en 2030, on ne va pas montrer des stations de ski où on n'a pas investi depuis 30 ans. Donc on va les quand même remettre aux normes pour faire bonne figure. Et ça nécessite des investissements finalement. Il faut aussi dire que les attentes aux infrastructures sportives ont changé. Par exemple, à Albertville, on faisait toujours le patinage à ciel ouvert, donc pas dans un stade. Donc il faut aussi regarder que ces normes aussi ont évolué avec le temps et il faut un peu rattraper en fait ces attentes. Jean-Louis Chapelet voulait réagir. Oui, tout à fait. Comme disait Martin Muller, ça fait 30 ans, Albertville. Les choses ont changé depuis. Et par exemple, en fera presque 40. Oui, bientôt 40. Et donc, aujourd'hui, les comités d'organisation de Jeux Olympiques ne payent plus les infrastructures. Ils utilisent des infrastructures existantes ou ils font des rénovations, mais ce n'est pas eux qui payent, c'est les collectivités qui possèdent ces infrastructures et qui veulent continuer à les exploiter si elles veulent continuer à les exploiter. À Paris, 2024, eh bien, il n'y a que 3 installations qui sont construites à l'heure actuelle. Le village olympique. Bon, le village olympique, il est déjà en partie revendu parce qu'il y a un besoin de logement considérable à Paris. Donc voilà, c'est une chose qui est construite. Une deuxième chose, c'est une arène à la porte de la Chapelle que la ville de Paris voulait construire depuis très longtemps et qu'elle aurait fait avec ou sans JO. Et puis il y a une 3e installation qui est du côté de Marne-la-Vallée. En tout et pour tout. Tout le reste, ce sont des installations existantes, des rénovations. Par exemple, le stade de 1924 a été rénové pour accueillir le hockey sur gazon, pour les Jeux de 2024. Donc ça, ces rénovations et ces quelques constructions sont prises aujourd'hui, pas sur les budgets du COJO, parce que tout simplement, les COJO ne veulent plus faire de déficit, comme ça a pu être le cas dans le passé. C'est pris sur d'autres budgets financés par les collectivités territoriales qui accueillent les installations et qui les exploitent ensuite pendant 30 ans et plus, ou des fois, et un peu aussi par l'État, ou parfois même par des privés, comme le village olympique, qui est financé aux 3/4 par des privés qui revendent des appartements après des Jeux. Alors, pour continuer cet échange... Moi, je me permets de dire que le village olympique de Turin, juste à côté, a été revendu à 2% de sa valeur. Voilà, 2% oui, de sa valeur. C'était totalement raté à Turin, je suis d'accord. Bon, on va continuer cet échange. J'aimerais maintenant qu'on élargisse un petit peu et qu'on passe à un sujet un peu plus global que simplement les Jeux d'hiver. Je voudrais qu'on parle de la saisonnalité, parce que la saisonnalité, c'est quelque chose qui est très important, notamment avec un contexte anthropocène, c'est-à-dire que les saisons, elles évoluent, les températures changent, les possibilités en fait de faire du sport en été, comme on l'a toujours fait, que ça soit pour les Coupes du Monde ou les Jeux Olympiques d'été et autres compétitions internationales, deviennent de plus en plus compliquées. Comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer justement ce calendrier? Est-ce que c'est possible de faire évoluer ce calendrier des grands événements sportifs dans un moment où on se rend compte qu'en fait les mois de juillet et les mois d'août sont des moments où c'est quasiment plus possible de faire du sport à de haut niveau? Martin Muller, peut-être, si vous voulez commencer. Oui, écoutez, ce calendrier sont finement calibrés en raison justement aussi de cette multiplication des événements que Jean-Louis Chapelet vient de soulever. Du coup, si vous commencez à décaler les Jeux Olympiques, il faut aussi décaler d'autres calendriers, d'autres ligues sportives partout dans le monde. Donc oui, il y a un impératif au niveau des saisons, c'est clair. C'est un peu plus simple, même je dirais, pour les Jeux d'été, parce qu'au moins on pourrait aller soit dans l'automne, soit dans le printemps et éviter les risques de vagues de chaleur.
Après, pour le jeu d'hiver, en février, où on est actuellement, c'est à peu près en fait le mois le plus froid qu'on peut trouver, peut-être encore fin janvier, quelque chose comme ça. Donc là, ça va être difficile de trouver des solutions. Oui, c'est plutôt pour les événements d'été. Est-ce que Jean-Louis Chapelet ou José Plucky vouliez réagir ? Oui, bien sûr. Il faudrait décaler. Et ça a été fait d'ailleurs. Par exemple, la Coupe du Monde de football 2022 a eu lieu en novembre et décembre. Tout à fait. L'année dernière. Mais c'est un problème général. C'est pas le problème des Jeux Olympiques en particulier ou des événements sportifs. Il y a un réchauffement climatique et ça, il faut le reconnaître. Et souvent, les élus, peut-être, ne l'ont pas assez reconnu. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter toute activité en juillet et en août ? Ça, je pense que c'est peut-être un peu trop drastique. Une solution que je propose... Alors, excusez-moi, Jean-Louis Chapelet, excusez-moi, oui. Juste pour des questions Oui. techniques, je ne sais pas si vous parlez peut-être un petit peu trop près du micro, que vous le touchez, mais ça saute un petit peu. Ok, je recule, alors je me recule. Merci beaucoup, Donc, désolé. Je disais, une solution qui est envisageable, mais qui est très difficile à réaliser, j'espère que ça passe mieux maintenant, Tout à fait. c'est de réduire le nombre d'événements. Et c'est vrai que malheureusement, par exemple, il y a beaucoup de championnats du monde qui avaient lieu tous les 4 ans et qui sont passés tous les 2 ans, voire tous les ans maintenant. Il y avait un projet récent qui voulait faire passer la Coupe du monde de football tous les 2 ans au lieu de tous les 4 ans. Donc c'est clair que quand vous faites ça, vous doublez en fait l'impact. Mais justement, sur une longue période. vous faites pas si bien Donc, dire, ils viennent de... réduire le nombre d'événements, réduire la prolifération d'événements, parce que franchement, il y a tout le temps des événements sportifs et souvent des événements qui n'ont aucun intérêt sportif, Tout à fait. parce qu'ils sont répétitifs, il n'y a pas d'enjeu véritable. Eh bien, c'est une solution qui est tout à fait envisageable, mais il ne faut pas l'envisager pour le sport, il faut l'envisager pour tous les événements. Il faut moins de congrès. Nous, dans le monde universitaire, souvent on se réunit. Bon, mais maintenant, on se réunit de plus en plus de façon hybride, comme on dit, c'est-à-dire à distance aussi. Tout ça, ça permet de réduire énormément l'impact environnemental si on se limite à l'environnemental. Mais c'est vrai qu'effectivement, par exemple, les congrès, c'est aussi un impact environnemental, c'est aussi l'occasion de rencontres que l'on veut développer, bien sûr, parce que c'est le networking, c'est quelque chose de très important aussi dans notre domaine. Et c'est un peu pareil dans le sport. Donc, il faudrait effectivement réduire la prolifération d'événements sportifs. Martin Muller sur le sujet. Il faudrait aussi que les JO fassent aussi face à leur propre contribution et apport au réchauffement climatique. Et ça reste un peu un sujet qui n'est pas encore complètement abordé, parce que finalement, c'est le paradoxe en fait au cœur des JO que par leur existence, ils menacent en fait les conditions justement saisonnières à l'été et en hiver pour pouvoir perdurer. Et la question est justement aussi de regarder d'où viennent les émissions de CO2 et de vraiment aussi limiter et se poser des objectifs pour limiter ces émissions. Et je parle justement d'un modèle de business qui repose surtout aussi sur la présence des spectateurs et spectatrices dans les stades. Et actuellement, c'est leur déplacement en avion qui apporte les plus grandes émissions. Donc il faudrait revoir ce modèle. Et aujourd'hui, on a quand même à disposition pas mal de modèles de participer à distance à ces jeux dans des aires aménagées, dans des zones aménagées dans des villes avec des grands écrans et des stands, etc., pour vraiment aussi avoir une ambiance festive. Et on pourrait revoir en fait cette idée d'avoir de grands stades et du grand nombre de spectateurs et spectatrices sur place. Mais alors oui, justement, c'est tout à fait envisageable. Et ça a d'ailleurs été fait à Pékin 2022 et à Tokyo 2020, il y avait 0 spectateur. Oui, on connaît les raisons. COVID, on connaît les raisons, bien sûr. Mais c'est envisageable. Et c'est sans doute une solution pour éviter le déplacement. À Paris 2024, il y aura environ 500 000 spectateurs étrangers, donc ils viennent d'assez loin. Et ils ne viendront pas tous en train, bien entendu. Mais ce n'est pas le gros de la masse, si j'ose dire. Le gros de la masse, c'est les déplacements internes aussi. Donc les Français qui vont venir assister, ou les Français de la région Île-de-France. Donc c'est vrai que les transports, c'est 3/4 environ de l'impact environnemental, si on se limite qu'à l'impact environnemental. Et donc là, il faut trouver des solutions.
Et une solution, c'est d'avoir moins d'événements quand même. Bien sûr, réduire aussi le plus possible les transports, réduire les durées aussi. Pourquoi un événement dure un mois, par exemple, comme la Coupe du Monde de football? Si ça durait que 15 jours, on aurait de nouveau réduit de moitié. Et justement, vous parlez de la Coupe du Monde de football. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là, la FIFA vient de sortir un nouveau projet qui est la Coupe du Monde des clubs sous un nouveau format qui serait donc également entre juin et juillet. Et donc, ce qui ferait que pour les meilleurs joueurs... C'est ce que je vous disais, voilà. Il y en a qui n'ont pas compris encore. Et du coup, en plus, avec un format de la Ligue des Champions qui est encore avec plus de matchs, avec moins d'intérêt, donc on se retrouve avec des saisons où les joueurs vont passer quasiment 3 années sans vacances. Les meilleurs joueurs européens passeront 3 années sans quasiment aucune vacances et devront jouer toutes les semaines, toute l'année. Ça pose des questions dans un contexte, en plus de réchauffement climatique, de santé pour les sportifs finalement. En plus de ça, d'un potentiel spectateurs qui vont se lasser d'avoir autant d'événements sportifs sans grand intérêt. Jusque où finalement, pour des droits télé, des recettes publicitaires et une influence géopolitique, on est prêt à aller? C'est la question qu'il faut se poser aussi. Alors on est en face d'un phénomène de surexploitation d'une ressource qui paraît illimitée mais qui ne l'est pas. Et je pense que ces organisations risquent de tuer la poule aux œufs d'or, tout simplement. Est-ce que Oui, voilà, je vous ai bloqué, allez-y. Oui, en fait, moi je pense qu'on est encore sur des visions différentes du diagnostic du réchauffement climatique. Nous, on essaie on est un collectif qui porte quand même une vision assez catastrophique et, à mon avis, assez réaliste. La différence entre un optimiste et un pessimiste dans le réchauffement climatique, c'est que le pessimiste, il est bien informé et c'est que face à toutes ces catastrophes qui arrivent, on l'a vu quand même, les canicules, les méga incendies, etc. Enfin, nous, on le voit, on a vu là un supermarché, il y a une station qui est coupée, qui a été coupée, carrément la route a été emportée. Enfin voilà, on voit quand même, on voit des pans de montagne entiers s'effondrer, le glacier qui est détruit. Voilà, je vous en laisse. Et qu'est-ce qu'on voit en face? Là, une station de ski dévastée, dont la route est coupée. L'argent est réinvesti là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a 6 millions d'euros qui est mis tout de suite. Et on voit les paysans qui ont leurs champs dévastés. J'en étais avec un aujourd'hui qui m'explique qu'en fait, ils n'ont pas prévu grand-chose pour eux. Donc, en fait, il y a nécessité à réaffecter nos ressources sur ce qui est fondamental et pas ce qui est du loisir, de l'amusement. Et on a vu que ces sports, en fait, nous, on vit dans un monde de sport, moi je vis là depuis 30 ans, et on voit une espèce d'obésité de ce système qui ne fait qu'augmenter. Il suffit de voir la moindre petite compétition, le nombre de choses jetables et balancées, et on voit la multiplication. Et c'est d'autant plus, indécent qu'on se retrouve maintenant avec le réchauffement climatique et le capitalisme, on va avoir de plus en plus d'inégalités. Et vous vous retrouvez ici avec des gens qui ne peuvent pas se loger, des gens qui n'arrivent pas à manger parce que les Restos du Cœur, il leur manque 35 millions d'euros, et on va vous dire qu'on va faire du curling. Il y a quelque chose de complètement indécent, et ça paraîtra stupide aux générations futures, et ça paraîtra d'autant plus un aveuglement et un déni, c'est qu'à un moment, on ne peut pas adapter les choses. Il y a un moment, il faut soit les réformer brutalement, soit les arrêter. Mais l'adaptation, et remettre de la peinture verte au JO comme c'est fait, c'est-à-dire redégouliner de peinture verte, c'est pas parce qu'on mettra des mascottes compostables que ça changera grand-chose. Voilà, oui, justement, c'est vraiment important ça, parce que sinon on est dans la peinture verte. Mais pour revenir là-dessus, justement, cette surexploitation, cette obésité, comme vous le dites, c'est des logiques en réalité d'extractivisme qui a amené ce monde anthropocène, ce réchauffement climatique, qui était à la base en fait de tous les problèmes dont on discute aujourd'hui, Martin Müller. Ouais, justement, il faut voir l'évolution de ces grands événements, que ce soit la Coupe du Monde du foot ou des JO. En lien en fait avec la modernité occidentale qui nous a amené où nous nous trouvons actuellement dans une situation de surexploitation. Et si vous regardez, ces grands événements ont été établis ou rétablis au début du XXe siècle et ils ont grandi en fait avec
la modernité occidentale, je parle des moyens de transport de plus en plus globaux, des médias de masse qui permettaient aussi l'exploitation commerciale en fait, des images partout dans le monde. Et la croissance, c'est au cœur en fait, de cet événement. Donc l'idée actuellement, toujours malheureusement, c'est plus, c'est mieux. Et du coup, il faut vraiment que ces événements puissent se découpler, en fait, détacher de cette modernité occidentale avec laquelle ils ont augmenté. Mais ça va être difficile parce qu'ils ont quand même au cœur de cette logique-là. Et si on regarde le passé, la FIFA, le CIO, c'était plutôt par de la pression externe, en fait, qu'ils ont pu changer. Mais ils sont tous les deux aussi domiciliés en Suisse, donc la Suisse n'est pas connue pour des changements radicaux. Du coup, là, je vois mal, en fait, qu'il y a des changements radicaux immédiatement dans l'avenir. Jean-Louis Chapelet ? Oui, je partage ce diagnostic. Le changement est toujours très difficile et surtout s'il est radical. Mais effectivement, je crois que peut-être une leçon qu'on pourrait tirer de ce débat, c'est que ces organisations doivent évoluer et doivent évoluer très fort et très vite parce que sinon, elles seront changées par la pression extérieure. Ça, c'est quelque chose de sûr et certain, tout simplement parce que à un moment donné, beaucoup se poseront les questions qui ont été posées déjà tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que vraiment il faut faire ça ou est-ce qu'il faut faire autre chose? Mais encore une fois, les JO d'hiver ou JO d'été, ce n'est qu'un petit détail du problème, si j'ose dire, parce qu'il y a beaucoup d'autres événements qui ont lieu tout le temps et qui ont des impacts sur la durabilité qui sont énormes. Le problème du changement climatique, ce n'est pas que le problème des JO. Alors bien sûr, on tape beaucoup sur les JO parce que voilà, ils sont disponibles, mais j'imagine que il y a aussi pas mal de choses qui se passent dans les Alpes françaises. Il y a du tourisme, par exemple, qui n'a rien à voir avec les JO, et on n'en parle pas, par exemple. Alors peut-être il faudrait en parler. José Pouchy, peut-être pour conclure. Oui, moi là je vous rejoins, pour une fois je vais vous rejoindre en disant que les JO sont une petite partie du problème et c'est vrai que nous on n'est pas contre le sport, si vous voulez, c'est les circonstances qui nous amènent à dire ça. On est bien triste que et voir une belle compétition, on aime ça. Moi j'aime le ski. Et je suis très triste de voir la neige disparaître. Le tourisme en lui-même, c'est entre 10 et 15% des gaz à effet de serre. Et ça représente ici vraiment, on va dire, quelque chose de... C'est les revenus ici essentiels, c'est-à-dire que les Alpes vivent que du tourisme. Et c'est aussi cette reconversion qui est... Nous, on se sert des JO pour alerter sur le fait que ce qu'il ne faudrait pas, c'est réinvestir dans quelque chose qui est atteint d'obsolescence climatique. Il faudrait qu'on mette, par exemple, en place une caisse de solidarité climatique. Parce que comment on va faire ces saisonniers quand ils n'auront rien, comme c'est passé dans le Covid, quand ils n'auront pas de neige? Voilà, on a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de défis à faire. Et c'est pour ça que, pour ajouter les JO, mais pour nous, c'est aussi le fait, c'est une bonne occasion pour parler des problèmes qui fâchent, c'est-à-dire le tourisme, comment dans un monde de réchauffement climatique, parce qu'on n'est pas non plus... Le tourisme, c'est quelque chose qui peut être très agréable, je veux dire, mais comment on arrive à déplacer, par exemple, les touristes sans mettre des voitures à la queue leu-leu? Comment on arrive... Enfin, il y aura besoin... On pense que la montagne et sa fraîcheur, il y aura besoin que des gens des villes s'en échappent, etc. Mais il y a tout ça à discuter et surtout à essayer. Le problème des JO, c'est qu'en fait, on a affaire à des gens qui prolongent. En fait, c'est leur rêve qui ont un problème de vision. C'est-à-dire que pour eux, c'est les JO. C'est ce qu'ils voulaient il y a 30 ans, comme Albertville. Et ils ont pas... Ils investissent tout l'argent, c'est-à-dire que les gens, les vieilles générations qui gouvernent actuellement ont un problème de vision, je veux dire sur l'avenir.
Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les trois, Jean-Louis Chapelet, Martin Muller et José Ploucky, pour cet échange et ces débats riches en intensité et en information. Un grand merci d'être venu sur Radio Anthropocène ce soir. À bientôt. Merci à vous, merci du débat. Merci, au revoir. À bientôt. Merci beaucoup Damien Rondepierre d'avoir passé cette heure en ma compagnie. Merci à toi. Merci à tous nos auditeurs pour nous avoir écoutés toute la journée. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment en podcast sur notre site internet radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Un grand merci à Indra à la technique. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et à bientôt sur Radio Anthropocène. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.